Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis Cédric Rostin, votre hôte, et je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast pour parler ensemble de parentalité, d'éducation, de promotion des droits de l'enfant tout en s'affranchissant du modèle patriarcal. Nous visons une société plus juste, pour toutes et tous, au travers du partage de spécialistes et aussi des vécus de nombreux parents qui cheminent. Je vous invite à nous écouter, à essayer de construire des ponts au lieu de dresser des murs, car ce n'est pas parce que nous voulons aller au même endroit que nous devons forcément prendre le même chemin, pour nous et surtout pour nos enfants. Cette semaine, Papatriarcat participe au Podcaston. C'est un événement qui réussit plus de 1500 podcasts pour mettre en avant des associations et encourager l'engagement solidaire. L'idée est simple, chaque podcast consacre un épisode à une cause qui lui tient à cœur. Aujourd'hui, on va parler de Move Enfant, une association qui lutte pour les droits et la protection des enfants. Avec Arnaud Gallet, on va explorer leur engagement et les actions concrètes qu'ils mènent. Si tu veux soutenir Move Enfant, tu trouveras un lien pour faire un don directement en description de cet épisode. Chaque contribution compte pour faire avancer la cause des enfants. Arnaud Gallet est un véritable pionnier dans la lutte contre les violences faites aux enfants. Anthropologue de formation et diplômé en santé publique et sciences politiques, Arnaud a choisi de dédier sa carrière à la protection de l'enfance au travers du secteur associatif depuis 20 ans. Mais ce qui rend Arnaud particulièrement unique, c'est son vécu personnel douloureux qu'il transforme en force pour protéger les générations futures. Son implication dans les travaux de la Civis donne à son expérience et son expertise une pertinence peu commune et très efficace. Avec Arnaud, nous avons discuté en profondeur de la mission de son association Move Enfant qui se démarque par son approche politique et militante. Nous avons exploré des questions essentielles. Comment les violences éducatives ordinaires ainsi que les violences sexuelles marquent-elles à jamais l'enfance ? Pourquoi est-il crucial d'intégrer une culture de protection et de sensibilisation dans notre société ? Arnaud partage avec nous sa vision d'une société où chaque enfant, fille, garçon, s'en fiche du genre, est à l'abri de toute violence. Une société qui, grâce aux alliés des enfants, ne tolère plus l'omerta et agit fermement pour protéger les plus vulnérables. Cet échange n'est pas seulement riche en réflexion, mais aussi en espoir et en lignes directrices concrètes pour l'avenir. Arnaud nous rappelle que la protection de l'enfance est non seulement une question politique, mais avant tout une responsabilité collective. Presque guerrière en fait, à adopter sans réserve. Reste avec nous, cet épisode est une véritable source d'inspiration et d'action. Tu en ressortiras outillé de nouvelles perspectives et d'une envie irrépressible, je pense, de contribuer au changement. N'hésite pas à t'abonner au podcast, à laisser une note avec un max d'étoiles et commenter partout, c'est possible. Comme sur Apple Podcast et Spotify, là-bas, je peux même te répondre. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Tu peux aussi réagir en laissant un audio sur l'outil SpeakPipe, même depuis ton téléphone, le lien est en description. Ah, et si tu souhaites soutenir financièrement le podcast pour l'aider à se développer, tu peux t'abonner à Papatriarcat Plus pour écouter les épisodes sans pub, en avance et avoir accès à plus de 80 bonus. Le lien est aussi en description. Allez, on y va tout de suite avec ma première question. Arnaud, peux-tu nous présenter Move Enfant et nous dire quelle est sa mission principale ? Je vous souhaite une bonne écoute. Alors Move Enfant, c'est un mouvement de survivantes et de survivants de violences dans leur enfance. Ça, c'est la première chose qui est extrêmement importante. Et leurs alliés. Alors, tout type de violence. Tout type de violence. Okay. Et on est principalement aujourd'hui, on regarde l'actu, beaucoup de violences sexuelles, mais en réalité, on se rend compte, et c'est là que c'est intéressant peut-être pour présenter d'emblée les choses, c'est que les personnes qui sont victimes de violences sexuelles, comme moi, bien souvent, il y a un continuum de violences. En réalité, on n'est pas victime que de violences sexuelles. On est victime, par exemple, de violences éducatives ordinaires, de violences physiques, de violences psychologiques, etc., différentes choses. Donc en fait, toutes les violences, y compris le harcèlement, les violences éducatives, bref, se retrouvent au niveau de Move Enfant. Avec des alliés, pourquoi c'est important la question des alliés ? Parce qu'on se rend compte très simplement que 9 fois sur 10, on ne protège pas les enfants dans ce pays et donc autant compter sur nos alliés pour être en capacité, évidemment qu'il y en ait encore d'autres et que petit à petit on passe de 9 sur 10 à 8 sur 10 à 7 sur 10, etc. Donc voilà, et qu'est-ce qu'on fait ? On lutte contre toutes les formes de violence et nous notre combat il est éminemment politique. Pourquoi ? Parce que on se dit que toutes les solutions on les connaît, on a tous les experts et les expertes et les experts en France et on se dit mais finalement pourquoi les choses ne bougent pas ? Si les choses ne bougent pas, c'est parce que politiquement on fait pas grand chose. Et il y a deux manières d'agir au niveau de la politique. Il y a d'aller remuer un peu les choses pour que les politiques en haut s'agitent, et puis il y a aussi, on l'oublie pas nous, à changer les choses en fait autour d'une culture d'amener une culture de la protection, et ça passe aussi par une sensibilisation auprès de la société civile. C'est ce qu'on fait à Move Enfant et c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. Alors là, aujourd'hui, on enregistre, je le dis pour l'auditoire, on enregistre dans la salle du conseil municipal de Bordeaux, où aujourd'hui, la caravane, donc Move Enfant, est venue faire un petit tour par ici pour parler, avec une journée de débat ce matin, et ensuite d'ateliers cet après-midi, puis ensuite d'informations à travers
d'un documentaire, si je ne me trompe Exactement. pas. Tu y reviendras sûrement après. C'est juste pour expliquer aux gens voilà, que ça se bouge et qu'on peut vous suivre, on peut adhérer, mais on y reviendra aussi. Qu'est-ce qui t'a motivé, toi, à fonder cette association, spécifiquement sous cet angle-là? Et comment est-ce que tes expériences précédentes, notamment peut-être avec la Civise, ont influencé ton engagement? Alors, qu'est-ce qui m'a amené à fonder Move Enfant? C'est de me dire tout simplement qu'on peut obtenir des victoires en fait dans la protection des enfants. Et je pense que c'est ça notre cheval de Troie. C'est-à-dire que nous, ce qu'on se dit à Move Enfant, c'est qu'on peut remporter des victoires. On se définit comme le Greenpeace de la protection de l'enfance. En fait, c'est un jeu de pression en réalité. C'est-à-dire que si les politiques ne font pas de l'enfance une priorité, finalement, pourquoi est-ce que nous, citoyens et citoyens, on n'arrive pas à se mobiliser sur la question, à en faire une priorité? Et après tout, comme on vote pour eux, ça serait bien en fait qu'ils fassent le nécessaire. Et puis, ça veut dire quoi? Ça signifie que derrière, ça passe par avoir un peu de visibilité sur les réseaux, visibilité dans les médias, et se dire qu'évidemment, les enfants qui n'ont pas la parole, nous sommes aussi en responsabilité de les représenter, de se dire simplement que les droits des enfants existent, et ça nous appartient aussi à nous, les adultes, parce que si on laisse les enfants se débrouiller tout seuls, ça rend les choses très compliquées. Regardez les chiffres qu'on connaît des violences faites aux enfants, on voit bien que c'est désastreux, donc c'est à nous en fait de prendre nos responsabilités par rapport à ça. Toi qui as été membre de la Civise, est-ce que tu peux juste nous replanter le décor par rapport aux chiffres et aux résultats? Alors les chiffres de la Civise, il y a plusieurs chiffres qu'on peut donner. Déjà, c'est important de rappeler que un enfant sur 5 en Europe, je dis bien un enfant sur 5 est victime de violences sexuelles, ce qui est quand même un chiffre déjà effarant. Et on a dit qu'en France, on est au bas mot, 160 000 enfants victimes chaque année de violences sexuelles. Ça fait quand même un enfant toutes les 3 minutes. Quand on parle de violences sexuelles, on parle de violences sexuées. Violences sexuées, pourquoi? Parce que 81% des victimes sont des filles, 19% des garçons, et 94 à 97% des agresseurs sont des hommes. Ce qui, d'emblée, je me permets de le dire parce qu'on parle de chiffres, vient battre en brèche la question en fait du risque qu'il y a quand on a été victime d'être agresseur. En réalité, si on regarde bien, vu les chiffres, on aurait plutôt des agresseuses en face de nous, puisqu'on dit que 80% des victimes sont des filles, ce qui n'est pas le cas. Donc ça veut dire que quand on parle de violence sexuelle, c'est ce qu'on a dit au niveau de la Civise, il s'agit aussi de déconstruire un rapport de domination, un rapport de domination masculine, bien entendu, dont on parle et qu'on connaît bien aussi sur les violences faites aux femmes. Et finalement, on se rend compte aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est une cause qui est de plus en plus, et c'est une bonne chose, reprise par les féministes, parce qu'on se rend compte que, bien entendu, c'est depuis, c'est au niveau de l'éducation qu'il faut agir, et c'est ce qu'on a mis aussi en avant. Donc la Civise, ça a permis de se dire aussi qu'il nous faut une remise en question systémique de l'ensemble de notre système, qui passe par tous les niveaux, que ce soit la justice, l'école, etc., bref, à tous les niveaux. On a fait 82 préconisations et on a dit qu'il ne faut pas piocher une préconisation parmi d'autres. Non, il faut les 82 préconisations pour qu'il y ait un réel changement, une réelle prise de conscience, pour passer de la culture de l'omerta, de la culture du déni, de la culture de l'impunité. L'impunité, c'est important quand on parle de violence sexuelle, je le rappelle ici. 3% des agresseurs sont condamnés, moins de 1% en cas d'inceste. Et si on veut passer à une culture de la protection, c'est possible. Il s'agit d'appliquer les 82 préconisations. Merci pour ce rappel. Quels sont les projets actuels de Move Enfant et les initiatives sur lesquelles tu travailles en ce moment, ou vous travaillez plutôt collectivement en ce moment? Alors Move Enfant, on était jusqu'alors, et on le sera toujours, sur la question de pédocriminalité dans l'église, mais pas seulement. On s'est mobilisé aussi sur, par exemple, Bastien Vivès, au moment où il y avait le festival d'Angoulême, etc. Nous, aujourd'hui, on va pour l'année 2025 et les suivantes, aller au maximum sur toutes les violences. C'est-à-dire que les violences, par exemple les enfants qui sont à la rue, les violences éducatives ordinaires, les questions de harcèlement à l'école ou harcèlement entre pairs, les questions de prostitution des enfants, etc. Bref, on va multiplier avec à chaque fois le même mot d'ordre, c'est-à-dire qu'on va créer en fait des groupes thématiques, des événements, des mobilisations, et donc on se répartit de cette manière-là pour rendre visible en fait ce qui est bien souvent invisible, et surtout pour que la société civile s'en empare et pour qu'on puisse choisir notre camp. Ça va se concrétiser comment du coup? Concrètement, ça va se concrétiser par l'organisation d'événements, ça va se concrétiser par des réactions. Je prends un exemple, j'en ai pas parlé d'ailleurs, c'est très important. On va aussi avoir un groupe par exemple sur les jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Là, on s'est mobilisé par exemple dernièrement lors d'un procès qui était le procès de Châteauroux, où il y a eu des jeunes de l'aide sociale à l'enfance qui ont vécu les pures atrocités une fois de plus avec des assistants familiaux, etc. Concrètement, ça veut dire qu'on va faire des mobilisations, on se déplace avec des pancartes, on fait des actions de mobilisation, happening, etc. Et de l'autre côté, on va appeler des expertes et des experts pour être en capacité de parler du sujet, pour se dire que finalement, il y a des solutions qui sont possibles, qu'on rabâche depuis des lustres, et finalement, pourquoi est-ce qu'on ne les met pas en place? Et pour nous, c'est vraiment l'articulation des deux qui est important. C'est-à-dire que c'est secouer, choquer en se disant, au bout d'un moment, on crée l'événement, et souvent, ce sont des actions qui ne sont pas déclarées, donc mais après, c'est assez simple, c'est des non-violents, bien évidemment, des pancartes, etc. Donc, pour dire, le problème existe, maintenant agissons. Quelles sont les difficultés et les obstacles que tu rencontres le plus souvent dans les actions pour la protection de l'enfance?
Je dirais que la première difficulté qu'on a bien souvent, c'est le nombre de personnes qu'on arrive à mobiliser. C'est important de le dire parce que souvent, on peut se retrouver sur des actions alors qu'on arrose quand même des réseaux assez importants. Des fois, on n'est que 3, 4, etc. Donc ça, c'est la première chose. Mais peu importe, nous, c'est pas le nombre. Vu qu'on vise en fait le moment clé, on va nous faire comment dire, par exemple des scènes de crime, etc. On va être en capacité évidemment d'attirer l'attention notamment des journalistes, donc on n'a pas besoin d'être 100 000, mais quand même il y a quand même ce sujet moi qui m'interroge, c'est de me dire que dès qu'il s'agit de parler des enfants en fait en France, il y a quasiment personne dans la rue. Moi, je suis choqué quand on voit toutes les atrocités que les enfants subissent, etc., tous les procès qu'il peut y avoir, on se dit mais quand même il y a quand même plus de... Pourquoi est-ce qu'on n'est pas 100 000 personnes dans la rue, etc. Donc ça, c'est la première chose. Après, les difficultés, c'est quoi? Clairement, les difficultés, c'est que certains politiques, c'est pas leur priorité. Moi, je le dis clairement. Nous, on s'est déplacés là sur les différentes journées d'été au niveau des Verts, PS, etc. et bien d'autres qu'on est allé voir. Les députés, sénateurs, sénatrices, etc. Non, sans vergogne, te disent c'est pas une priorité. Non, ils disent pas c'est pas une priorité. Ils disent pire, c'est pas mon sujet. Ouais. Nous, on l'a entendu par beaucoup. Et là, on se dit, c'est pas ton sujet. Mais c'est-à-dire, c'est quoi ton sujet? C'est les violences faites aux enfants. C'est-à-dire que c'est un truc. Et on voit bien, non. Et souvent, dans les partis politiques, c'est le sujet, en fait, d'une femme qui est nommée, etc. Ce qui dit aussi quelque chose du déterminisme, en fait, de se dire qu'au bout d'un moment, on parle d'enfants, ça serait les femmes, en fait, qui seraient plutôt concernées par la question. Et ça aussi, ça me tient à cœur. C'est de me dire que le gros du sujet, à mon sens, c'est de déconstruire les jeux des représentations et c'est de se dire, évidemment, s'il y a c'est une remise en question systémique à avoir, en réalité, c'est le jeu des représentations. Le jeu des représentations, le principe de la domination, en réalité, c'est pas juste des hommes sur des femmes. C'est aussi que certaines femmes, par exemple, reconnaissent ce pouvoir à certains hommes. C'est ce que disait Max Weber, donc célèbre sociologue allemand. Et je pense que c'est essentiel pour moi de le voir comme ça. Et donc, je pense qu'on se confronte très souvent à ce jeu des représentations, y compris par ceux qui nous gouvernent. Et ça, c'est une vraie difficulté à mon sens parce qu'on ne s'en rend pas compte. On a l'impression de vivre dans la modernité absolue. Et finalement, quand on regarde bien, on est dans de vrais archaïsmes en fait, en termes de représentation. Et pour moi, la difficulté principale, elle est là. C'est hyper intéressant ce que tu soulèves. Moi, je trouve qu'il y a deux pans. Alors, je renvoie l'auditoire vers l'épisode avec Lydia Benoît, avec qui on avait un peu abordé le sujet, et l'épisode avec Clémentine Beauvais, où on a beaucoup abordé le sujet du droit de vote dès la naissance, puisque les enfants, n'étant pas une force politique en fait, électrice, en effet, beaucoup de politiques juste ne les considèrent pas, mais sans aller forcément jusque-là. C'est vrai qu'à l'instar de l'écologie, par exemple, c'est assez aberrant aujourd'hui d'entendre un ou une politique te dire c'est pas mon sujet quoi. En France, c'est le sujet de toute la nation en fait. Exactement, tout comme les violences faites aux femmes, etc. Bien sûr, c'est assez aberrant d'entendre encore ce genre de réponse. Non mais c'est d'autant plus important. Par exemple, je me permets, tu vois que au niveau de la Civis, par exemple, on a appelé de notre vœu à se dire que voilà, il y a les 82 préconisations, ok, très bien, machin, mais surtout, avant toute chose, il y a une doctrine. Une doctrine, c'est quoi? C'est une manière en fait de penser qui doit faire en sorte en fait que les choses évoluent. C'est-à-dire que si on ne vient pas interroger notre manière de penser, on peut avoir autant de préconisations même mises en place, mais ça signifie qu'elles ne changeront rien, parce que l'intention en fait ne changera pas. Donc si on veut tu vois, et c'est là pour moi qui est important, et les réponses comme celle-là montrent bien que les personnes n'ont rien compris à la doctrine. Eux voient ça comme des sujets comme ça pris parmi d'autres, et ils ne comprennent pas que c'est un choix de société, et donc c'est un choix qui est éminemment politique. C'est ça qui est inquiétant. On va les faire bouger. Justement, du coup, c'est l'autre question, c'est on t'a commencé à parler de la société civile, on va revenir dessus après, mais les institutions, concrètement, aujourd'hui, est-ce que par rapport aux objectifs que tu as, que vous avez avec Move Enfant, est-ce qu'aujourd'hui ce sont plutôt des partenaires? Est-ce que ce sont plutôt des obstacles? Est-ce que ce sont des freins? Est-ce que c'est un peu des deux? Est-ce que ça dépend juste des personnes qui sont dedans? Comment ça se passe? Alors moi je dirais que ça dépend déjà beaucoup des personnes. Je dirais aussi que ce sont des freins et des obstacles, mais qu'on arrive quand même à faire des choses, voilà, pour nuancer un peu les choses. C'est-à-dire qu'il y en a certaines qui nous ferment directement leurs portes, on a certaines institutions qui ne veulent pas entendre parler du sujet, de manière très claire, mais ça relève bien souvent des personnes, mais quand même, c'est des personnes qui représentent l'institution, donc ça doit venir nous interroger sur ce qu'elle représente. Et puis on a, c'est l'exemple même à Bordeaux, on a certaines villes par exemple, ou certains conseils départementaux, ou certaines régions qui nous ouvrent leurs portes et qui, au-delà d'ouvrir les portes, ou certaines agences régionales de santé, etc., qui, au-delà d'ouvrir leurs portes, en fait, mettent en place des actions concrètes derrière. Je vais prendre un seul exemple. On a été reçus en Corse, par exemple. En Corse, avec la caravane, où on a fait 4 étapes. Sur les 4 étapes qui ont eu lieu donc à Porto Vecchio, qui ont eu lieu également à Corte, à Bastia, à Ajaccio, sur les 4 étapes, on a réussi à avoir 250 personnes. D'accord ? Sur les 250 personnes, mobilisées principalement donc, au niveau de la société civile, il y avait quand même des gendarmes qui étaient présents, etc. Au début, on avait les institutions qui étaient
qui nous regardaient un peu de loin, certaines venaient timidement, etc. Notamment l'Agence régionale de santé, la collectivité territoriale. Pour pas les nommer, mais pourquoi je les nomme? Parce que c'est important, parce qu'aujourd'hui, en fait, elles font le choix contraire vraiment de s'investir. Et donc, d'un investissement timide, on est passé à un réel investissement qui aujourd'hui se traduit par un plan d'action sur 5 ans en fait, sur la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants sur un territoire donc, comme la Corse. Et je me dis que finalement, ça donne de l'espoir. C'est-à-dire que bien sûr qu'il ne faut pas les lâcher. Nous, c'est notre mot d'ordre aussi. C'est-à-dire qu'on est là aussi pour se dire, de toute façon, on ne lâchera rien. Et ça, il faut qu'ils comprennent qu'on est déterminés. Mais on ne fera pas sans eux. C'est-à-dire qu'on n'est pas une force dissidente, on n'est pas non plus, on ne demande pas un truc de dingue parce qu'on demande simplement à protéger les enfants. Et effectivement, ce qui est compliqué, c'est de leur faire comprendre à un moment donné qu'il faut qu'ils changent de regard par rapport à ça. Et là, on voit bien qu'il y a des choses qui sont possibles. Et c'est pour ça que c'est important. Je peux prendre l'exemple Corse, je peux parler de l'exemple également qu'on a sur Dijon. Je pense que l'exemple qu'on va avoir, et je le souhaite à Bordeaux, parce qu'on voit bien que c'est quand même, ça va dans le bon sens. En Martinique aussi, à Mayotte, il y a des choses qui se sont passées, même si encore il y a beaucoup à faire, mais quand même, ça montre bien que voilà, les institutions, par contre, ça demande du temps. Et ça, c'est notre rôle d'association. Par contre, je le redis, notre mission à Move Enfant là-dessus, c'est une mission qui est éminemment politique, parce qu'en réalité, on vient nous s'appuyer aussi, c'est ce qu'on fait là à Bordeaux. Par exemple, on vient s'appuyer sur les associations locales, on ne fait pas entre guillemets de concurrence, si je peux dire les choses comme ça. C'est-à-dire qu'on dit il y a des choses qui existent, on vient dire mais attendez, il y a des ressources exceptionnelles. Donc s'il y a des ressources et qu'on n'arrive pas à avoir suffisamment de résultats, ça veut dire quoi si ce n'est qu'on n'a pas de volonté politique d'agir? C'est ça que ça signifie. Donc appuyez-vous sur les ressources, on a des gens exceptionnels partout, moi je peux le témoigner. On a vu aujourd'hui avec la caravane, par exemple, près de 1250 personnes sur 29 villes. Mais à chaque fois, j'ai rencontré des gens partout exceptionnels. Enfin, je veux dire, déjà, il n'y a pas qu'à Paris, c'est ce qu'il fallait qu'on démontre, et tant mieux. Et merci. et deux, la réalité, c'est que les recettes parisiennes ne fonctionnent pas et on apprend beaucoup en fait de ce qui se passe sur les territoires. Mais oui. Et aussi qu'il y a des solutions en fait qui doivent être locales. Est-ce que tu trouves ça juste de dire que par cette action, par ces mobilisations, finalement, on voit aussi que clairement les institutions et donc un peu les politiques, elles se bougent aussi quand elles voient que la société civile a l'air d'adhérer au projet, quoi. Ah complètement. Tu vois. Moi, je pense que ça réconcilie aussi avec un principe de démocratie participative. Je pense que le principe aussi, et on voit bien d'ailleurs l'exemple de la caravane le montre partout, les personnes parlent. Moi, j'ai même du mal des fois à animer parce que tellement il y a une main qui se lève. C'est-à-dire que les gens, en fait, on se rend compte qu'on a peu de temps en fait, à accorder en fait, à ces échanges qui sont importants. Entre des corps de métier qui sont complètement différents. Là, il y a par exemple des avocates, des avocats, on a des personnes qui viennent de l'enseignement, on peut avoir apparemment des flics, on peut avoir des médecins, enfin bref, tout le monde mis au même niveau et tout le monde obligé justement d'expliquer à l'autre quelles sont les contraintes de sa profession, pourquoi ça existe comme ça, pourquoi est-ce que ça pourrait évoluer, quel chemin on pourrait prendre ensemble et c'est quoi si ce n'est de la politique, ça de se dire au bout d'un moment, voilà pourquoi je m'engage dans quelque chose, voilà ce que j'aimerais bien bouger, mais voilà les contraintes que j'ai aujourd'hui et donc l'autre qui se dit tiens, il y a peut-être ça qu'on pourrait faire ça. Et donc, quel chemin est-ce qu'on peut mener? Et donc, c'est un regard positif, en fait. La politique, c'est positif. La politique, c'est fait pour pour qu'on puisse améliorer le quotidien. Et donc, c'est exactement ça. Et là, tu as entièrement raison. Moi, ça me tient à cœur. C'est que je suis convaincu que si la société civile, si nous mobilisons à travers, d'ailleurs, les réseaux sociaux, etc., mais à travers aussi la vraie vie, si je peux dire les choses comme ça, même si je pense que les réseaux sociaux font partie de la vraie vie, je pense qu'on peut être en capacité de faire bouger les choses, mais il faut qu'on en soit conscient. Il ne faut pas qu'on baisse les bras, en fait. Il ne faut surtout pas se résigner. Il faut s'indigner, certes, mais il faut se dire au bout d'un moment qu'après tout, on parle, c'est un peu le mot tarte à la crème de pouvoir d'agir, mais peu importe. Bien sûr que c'est un pouvoir d'agir. Et ce qui se passe aujourd'hui à Bordeaux, ce qui s'est passé dans toutes les villes où on est passé, ce qui se passe au niveau des victoires qu'on a remportées avec Move Enfant, etc., ça montre que la société civile peut obtenir des victoires. Après, c'est notre responsabilité d'adulte aussi aujourd'hui de protéger les enfants. Et je pense que c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec Move Enfant et bien d'autres d'ailleurs, parce qu'on n'est pas les seuls à faire ça. Oui, tout à fait. Alors, tu parlais des autres associations. Je vais les citer. Il y a plusieurs associations ce matin à Bordeaux, des collectifs aussi. Je pense au collectif Enfantiste qui est aussi présent. C'était vraiment intéressant. Moi, j'ai un petit peu observé ce matin à la réunion. Et c'est vrai que ce qui est très intéressant, c'est d'observer que, en fait, comme tu le disais, des professions qui parfois s'opposent souvent, ou qu'on oppose, la justice, les éducs, les travailleurs sociaux, etc. Et les assos aussi, souvent se renvoient la balle. Et là, en fait, tout le monde était là autour de la table, enfin autour des tables, et ça se répondait, mais dans une logique de se comprendre, pas de s'opposer, et de voir qu'en effet, on veut aller au même endroit, mais qu'on n'a pas les mêmes chemins, et puis qu'en plus, on n'arrive pas à se rejoindre nos chemins, mais parce que là, on n'a pas la main, et que du coup, ça crée, mais c'est pas simplement dire oh là là, ça va pas, tu vois. C'était vraiment dire comment est-ce qu'on peut faire. Donc ça, c'était une belle dynamique, je trouve.
Pour moi, c'est quelque chose qui est important. C'est-à-dire que je pense qu'on a le droit de ne pas être d'accord sur tout, et heureusement. Par contre, on a surtout le droit de le dire de manière bienveillante, sécurisée, sans que ce soit vu comme quelque chose d'outrancier ou quoi que ce soit. Je prends un exemple. Ce matin, on a eu le débat autour de la justice restaurative. Ouais. Les personnes ont pu exprimer leurs arguments. On a eu la question aussi autour de la castration chimique, qui est venue s'inviter, etc., sur différentes choses. Et alors, on peut... Enfin, moi, je suis contre le fait que... voilà, et pourtant, j'ai mon point de vue sur la question. Par contre, moi, mon rôle à un moment donné, en tant qu'animateur d'un tel espace, c'est que chacun se sente libre de le dire, de l'exprimer, et surtout d'argumenter, parce que c'est pas juste tiens, j'exprime le truc, je te balance un pavé et puis après je suis pas en capacité de te dire pourquoi. Ce qui est important, c'est démocratiquement justement, c'est d'être en capacité de faire comprendre à un auditoire pourquoi est-ce que je pense comme ça. Et ça, on voit bien, et c'est là que c'est important. Je pense qu'on manque cruellement de ces temps-là, parce qu'on est tous aussi pris dans nos vies, et c'est bien dit d'ailleurs, c'est la pression qu'il y a, parce que tout simplement les métiers de l'humain, et notamment les métiers de celles et ceux qui sont auprès des enfants, je pense notamment ce matin, il y avait quand même des personnes de la petite enfance, on n'en parle pas assez. Enfin, je veux dire, je trouve ça génial que la ville de Bordeaux ait pu demander à certains professionnels, auxiliaires de puériculture, etc., de participer, parce que tout simplement, ces personnes-là, en fait, on les voit quasiment jamais. Elles font un travail remarquable, elles ont des choses à dire, et elles ont une vraie contrainte en fait du quotidien qui fait que bien souvent, on ne les voit jamais. Elles ont déjà très peu de temps, même pour leur propre analyse des pratiques, etc. Et là, leur permettre de participer à un débat public dans le cadre de leur travail, je trouve ça exceptionnel. Je me dis, c'est génial. Alors, c'était peut-être pas 150, ok, peu importe, mais quand même, je me dis, c'est bien, en fait, il faut, et nous, ça nous permet de se dire, tiens, mais c'est vrai, on les entend jamais, mais ils existent bien, et heureusement qu'elles sont là d'ailleurs pour s'occuper des enfants. Et de se dire justement qu'il y a peut-être un truc à faire sur les territoires, parce que tu vois, moi par exemple, moi c'est une communauté de communes qui va gérer ce sujet, par exemple, donc qu'il y a des territoires qu'on doit aller chercher, qu'il y a des asthmates, enfin voilà, il y a des gens de la périnatalité. En effet, comme tu dis, moi la nounou de mon fils, par exemple, elle le garde là, tu vois, donc elle peut pas venir un truc comme ça. Mais alors qu'elle adorait, je pense, tu vois. Mais moi, je pense même, pour aller plus loin, je pense même que ça valorise les métiers. Moi, écoute, je peux même partager une expérience que j'ai eue dans le Val d'Oise. Dans le Val d'Oise, on avait des sages-femmes justement qui participaient et qui disaient bien qu'en tant que sages-femmes, elles ont par exemple énormément de révélations de personnes victimes d'inceste qui leur parlent juste avant l'accouchement. Mais énormément, et c'est un sujet qui est tabou de chez tabou, et d'ailleurs au niveau du rapport de la Ciivise, on en a finalement très peu parlé. Les sages-femmes qui font bien entendu un travail exceptionnel, remarquable, etc., machin, qui est essentiel, à quel moment est-ce qu'on leur donne la parole? On a l'impression de les limiter à l'exercice de leur métier, mais elles font bien plus. Ouais. Dans l'humain, elles ont un lien avec déjà une femme, avec une mère, avec avec un tas de personnes, y compris d'ailleurs le conjoint, etc., qui est tellement fort, mais jamais on leur donne la parole, alors que c'est une mine, c'est une pépite à mon sens, dans ce que ça peut nous apprendre, et y compris nous faire évoluer de manière positive, en se disant, tiens, mais ce qu'elles ont à nous dire, c'est essentiel, écoutons-les. Et donc dans le Val d'Oise, il y a ce qu'on appelle le réseau Périnate du Val d'Oise avec des sages-femmes. Moi, j'ai trouvé que la caravane était extrêmement riche, parce que moi-même, je ne m'étais pas dit, voilà, les gens viennent, prennent la parole, je me dis, oui, mais c'est assez juste, et du coup, on apprend comme ça, et c'est vraiment tout l'enjeu. Et si on n'est pas en capacité, au bout d'un moment, de se dire que, quels que soient les métiers, en fait, toutes les personnes sont à valoriser et ont quelque chose à dire qui est aussi important qu'une autre personne. Enfin, je prends une autre personne, je prends un exemple. À La Réunion, il y a une députée qui a voulu participer. Je lui ai dit, ouais, pas de problème, participez, par contre, vous vous mettez au même niveau. Donc il y a des gens qui ont dit, mais et vous, en tant que député, comment est-ce que vous faites remonter ces problèmes? Donc ils venaient interroger le métier de député, enfin, métier, la fonction de député, au même titre qu'ils venaient interroger la fonction, je sais pas, j'en sais rien, d'enseignant, de machin, etc. Mais très bien, c'est le but. En fait, il faut qu'on puisse se dire, pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui, si c'est en interrogeant nos propres fonctions à chacun. Et est-ce que ça suffit de dire à son député ou sa députée, moi je veux ci, moi je veux ça, comment ça peut se passer, par où ça doit passer? On en a parlé dans l'épisode aussi avec Laurence Rossignol, qui a de très très belles idées pour l'enfance, mais voilà, qui doit se plier au jeu parlementaire. Et quand on comprend le jeu parlementaire, on comprend que c'est pas si simple que ça. Et je trouvais, tu vois, ce matin justement que dans les échanges, dans tous les métiers, on comprenait qu'en fait, c'était vraiment pas si simple que ça, nulle part. Exactement. Alors que si l'enfance était vraiment une priorité nationale, ça devrait être simple partout. Non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. D'ailleurs, c'est ce qui a été dit, effectivement par plusieurs personnes, et quels que soient les corps de métier d'ailleurs.
Comment Move Enfant travaille avec d'autres associations ou partenaires peut-être pour évoluer, pour atteindre ses objectifs? Move Enfant, je dirais que nous, on essaye, comme on est sur nos chantiers sont plutôt politiques, on essaye au maximum de coordonner et de s'appuyer sur des associations existantes en se disant, voilà, on est vigilant quand même à ce que les associations aillent bien dans le sens de ce qu'on défend forcément comme valeur. Donc, par exemple, nous, on est anti-raciste, féministe, etc. Donc, on va être extrêmement vigilant par rapport à ça et on va mettre la lumière sur les associations d'un territoire, des territoires. Je prends un exemple, tu parlais du collectif Enfantisme, mais je sais pas, sur d'autres territoires, on a par exemple, je pense à Mayotte, on a une association qui s'appelle Akizan Wanatsa, qui veut dire les droits de l'enfant en Shimaoré, qui fait un travail remarquable, notamment sur toute l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Et par exemple, c'est une association qu'on vient mettre en valeur, etc. Donc pour nous, l'idée c'est ça, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se dire que Move Enfant c'est la solution à tout. Au contraire, c'est de se dire que les solutions existe sur tous les territoires, mais si on en est là aujourd'hui, c'est important quand même de venir. Voilà. Donc nous, on est un peu comme je ne dirais pas un tiers extérieur, je dirais qu'on est l'organe politique. On n'est pas directement sur l'opérationnel, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à faire directement de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, par exemple. Par contre, on va se dire, voilà, on sait que c'est un sujet, on sait qu'aujourd'hui, il n'y a que 15% des établissements scolaires qui dispensent l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, que les associations font leur boulot et qu'elles n'ont pas forcément le temps de faire le relais au niveau politique. Donc c'est un vrai sujet parce que les associations sont pris avec d'autres logiques, etc. Et nous, notre job, c'est de se dire, voilà, là, il y a un truc qui fonctionne, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de moyens à louer, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne s'appuie pas sur ce qui fonctionne alors même on pourrait mettre en lien les acteurs. Et si je prends l'exemple de Mayotte, aujourd'hui, grâce à Move Enfant, pour le dire comme ça, entre la Corse et Mayotte, il y a un pont qui s'est fait parce que en Corse, on a rencontré une autre association qui s'appelle C3S, qui fait un travail remarquable aussi d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Et les personnes avaient besoin d'échanger en termes de bonnes pratiques sur ces questions-là. Et nous, on a été ce pont-là, mais c'est normal, nous, on est politique. Donc, moi, j'ai rien à apprendre aux gens. Je dis simplement, écoutez, nous, on a vu des belles choses là-bas, échangez entre vous et vous allez voir, etc. Et je pense que l'union des deux, ça va faire que de belles choses. Je te rejoins. Pour les gens qui nous écoutent, quelles sont les façons dont nous, le grand public, on peut soutenir Move Enfant? Alors bon, j'imagine que tu vas peut-être nous parler de bénévolat, de dons ou d'actions de sensibilisation, mais vas-y, dis-nous quelle est la carte des possibles pour nous. Alors la première chose, on peut effectivement adhérer à Move Enfant, c'est très simple. Il y a une adhésion qu'on a voulu accessible à toutes et tous. C'est une adhésion à 15 € l'année, avec la possibilité pour celles et ceux qui le veulent de faire des dons, bien entendu en plus. Et puis nous, on distingue évidemment des membres qui sont actifs ou passifs. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, et ce qu'on comprend bien, qui sont adhérents, c'est-à-dire qui veulent soutenir la cause en ayant simplement certaines informations, recevant une newsletter, etc., différentes choses, voyant à peu près ce que fait l'association, enfin à peu près voyant ce que fait l'association. Et puis il y a d'autres personnes qui veulent s'engager. Et ce qu'on va faire à Move Enfant, là, à partir de l'année justement 2024-2025, ce qu'on va lancer là, on va créer en fait des pôles thématiques, donc par exemple autour de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, autour de la pédocriminalité dans l'église, autour des violences éducatives ordinaires, autour du harcèlement entre pairs, etc. Bref, un tas de pôles. Des jeunes enfants placés, prostitution des mineurs. Bref, on peut multiplier et on va proposer aux adhérents de participer à raison en fait de 2-3 réunions par an et donc après de voir quelles sont les priorités en fait des adhérentes et des adhérents et comment nous on doit se positionner par rapport aux priorités qui sont fixées. On veut vraiment que ce soit en fait un principe de démocratie participative. Aujourd'hui, Move Enfant, on est à pas loin de 200 adhérents et on a à peu près, parce qu'avant on n'était pas encore sur le principe d'adhésion, etc., on a à peu près 800 personnes qui nous soutiennent. Voilà, et on se dit finalement, soyons pas avares de ce que les uns et les unes peuvent nous apporter et soyons en capacité à un moment donné de créer ce mouvement démocratique dont on a tant besoin et dont les enfants surtout ont besoin. Je suis d'accord avec toi. Et c'est très bien dit. Bon, si on regarde un peu vers l'avenir, Arnaud, quels sont les objectifs à long terme pour Move Enfant? Alors peut-être pas, essaye peut-être même de nous dire à moyen terme et à long terme. Et puis, une fois qu'on a parlé des objectifs, peut-être je pourrais finir sur une vision d'un avenir radieux. Comment tu l'imagines? Nous, une vision court-moyen terme, c'est d'obtenir des victoires évidentes sur la protection des enfants. Ça peut être sur l'évolution des lois, ça peut être également sur certains combats qu'on a à faire, nous, beaucoup sur la question de la culture de la pédocriminalité, la culture du viol, sur laquelle on se mobilise énormément. Et là, on est convaincu, on a déjà obtenu des victoires, mais on va continuer dans ce sens-là, parce qu'on est convaincu qu'on est en train de faire bouger la culture, et ça, c'est essentiel. Et puis, à long terme, forcément, nous, on l'a mis aujourd'hui, c'est l'éradication des violences faites aux
aux enfants pour nous. Nous, on se fixe l'objectif, c'est-à-dire qu'il y a toujours les personnes qui font oui, mais ça existera tout. Non, nous, je suis désolé. On est là pour se dire, évidemment, que si on dit que c'est interdit, c'est pas normal. Il faut lever une armée en réalité. C'est-à-dire, je vois pas pourquoi, quand il y a eu la vague du Covid, on a eu le président de la République qui nous a dit à un moment donné, nous sommes en guerre. Pour nous, si le président de la République le dit pas, c'est pas grave. Nous, on le dit, nous sommes en guerre et on gagnera, tout comme on a gagné contre le Covid, même si on sait qu'il existe encore aujourd'hui, mais on dit quand même qu'on l'a un peu remporté, on arrive à vivre. Et je pense que il faut absolument qu'on gagne contre les violences faites aux enfants, et on gagnera si et seulement si on arrive à avoir une vraie culture de la protection. Et je pense que pour moi l'enjeu c'est ça. Toi, l'un des chantiers majeurs au niveau de Move Enfant, je pense qui s'ouvre et qu'on porte beaucoup aujourd'hui, c'est la question de la non-dénonciation. C'est-à-dire qu'on a tendance au niveau de notre culturellement à se dire qu'il y a une dualité entre un agresseur et une victime, et finalement personne ne se dit à un moment donné, tiens, et les personnes qui étaient informées, elles faisaient quoi en fait? Elle regardait simplement, elle était au courant, elle disait quand même ça se fait pas, donc on cultivait toi cette omerta, où au bout d'un moment on se dit, faut condamner, tel que le code pénal le prévoit, les personnes qui savaient et qui n'ont pas dénoncé, et donc ces personnes doivent être sur le banc des accusés. On l'a dit au niveau des jeunes de l'aide sociale à l'enfance, par exemple, pourquoi les conseils départementaux, bon sang, ne sont pas sur le banc des accusés quand il y a des affaires terribles qui fait que tu as par exemple des assistants familiaux sur le banc des accusés, mais dans ce cas-là, leur employeur doit l'être, ou à minima devrait être du côté des parties civiles et donc se porter partie civile lors d'un procès. Nous, ça en tout cas, on va aller grandement là-dedans. Pourquoi ? Parce qu'on sait que c'est la clé de la réussite d'une vraie culture de la protection. Ça se situe là, et je me permets de le dire comme ça, parce que je pense que l'origine même de ce combat, ce sont les fameux propos du cardinal Barbarin au moment justement d'une affaire qui a quand même fait du bruit en termes de lutte contre la pédocriminalité dans l'Église. Le cardinal Barbarin, qui avait été condamné en première instance, relaxé en appel, qui avait dit « les faits sont prescrits, grâce à Dieu », pour qualifier le fait qu'il avait été relaxé pour des faits de non-dénonciation, alors même que finalement la justice avait quand même reconnu, voilà, donc ce qui était quand même malheureux comme propos, mais qu'on garde ça en tête, mais qu'on ne soit pas uniquement à se dire tiens, on l'a en tête, c'est terrible, et à se dire voilà, c'est terrible, tout comme on dit à des victimes c'est courageux. Non, l'affaire du cardinal Barbarin, et quand les victimes parlent, c'est pas pour être courageuse ou quoi que ce soit, c'est pour qu'on puisse agir et protéger les enfants. Et donc je pense que là-dessus, et nous on gagnera, en tout cas on est déterminé à gagner au niveau de Move Enfant. Et donc je reviens sur l'idée de la vision. C'est quoi selon toi une vision que tu donc portais par Move Enfant, une vision où la culture de la protection sera en place? Une vision où la culture de la protection sera en place, ça serait déjà d'être en capacité, pour moi, quelque chose qui est essentiel, c'est de faire connaître toutes les questions en fait, du développement des enfants. C'est-à-dire qu'on voit qu'aujourd'hui, finalement, les enfants, tout le monde en parle de manière soit idyllique, etc., idéale, tout ce qu'on veut. Sauf qu'en réalité, quand on creuse un peu, les professionnels, très souvent, sont complètement désœuvrés. Moi, je l'ai vu dans ma pratique, avec des éduqués et autres qui n'ont pas forcément les connaissances. Et donc, on a un gros travail à faire, à mon sens, autour de tout ce qui est violence éducative ordinaire, autour du développement de l'enfant, etc. Bref, pour qu'il y ait toute cette connaissance qui existe, en réalité, si on veut être en capacité, tout comme la Suède l'a fait, en réalité, à un moment donné, même s'il y a toujours des choses qui sont perfectibles, mais la Suède, elle l'a fait en 79. En France, en 2024, on n'est pas capable de faire ce que la Suède a réussi à faire il y a maintenant quasiment 40 ans. Donc, il faut absolument qu'on soit, plus de 40 ans, il faut absolument qu'on soit en capacité de franchir ce cap-là. Et pour moi, c'est ça, en fait, l'enjeu. C'est-à-dire, c'est faire vivre l'enfant en tant que sujet de droit. Et je pense qu'en France, encore aujourd'hui, en 2024, si, en termes de communication, on dit l'enfant est un sujet de droit, les enfants ont des droits, etc., va faire un micro-trottoir dans la rue pour voir qui connaît les droits des enfants. Moi, je suis pas convaincu. Allez, ah oui, il faut. Je prends le défi. Merci beaucoup, Arnaud. Merci à toi, merci. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.